Et ben, du coup, bienvenue à tous pour ce 4e webinaire. Donc, c'est des webinaires qu'on organise dans le cadre de la professionnalisation des responsables de ruches. C'est pour accompagner les responsables de ruches qu'ils souhaitent à être professionnels, à se professionnaliser dans leur mission de responsable de ruche. Petite info, tous les webinaires sont enregistrés, donc vous pouvez les revisionner après, ou si quelqu'un de votre entourage, enfin un responsable de ruche voisin vous demande si ce webinaire est disponible, il est disponible en vidéo. On essaye de transmettre le lien en général une semaine après dans le buzz du vendredi suivant. Donc le thème de ce soir, c'est comment construire l'offre de sa ruche et la faire évoluer. Alors évidemment, vous qui êtes responsable de ruche depuis quelques semaines, quelques mois ou quelques années, vous êtes devenus au fil du temps un peu des spécialistes des produits locaux, des producteurs locaux, de l'offre en circuit court. Donc on ne va pas vous apprendre à sélectionner des producteurs ou ou à établir une relation de confiance avec vos producteurs. Ça, c'est un peu ce que vous faites au quotidien. Par contre, ce qu'on voulait peut-être vous apporter ce soir, c'est d'essayer de prendre un petit peu de hauteur, de remettre les choses en perspective et d'essayer de définir une stratégie pour la construction ou l'établissement, la définition de son offre, en prenant en compte notamment deux choses qui nous paraissent importantes. C'est l'analyse de la concurrence autour de soi, l'analyse des magasins, des offres concurrentes autour de votre ruche. Et le deuxième point, c'est l'analyse de votre clientèle. Qui sont vos clients ou qui souhaitez-vous que vos clients soient? Donc pour cela, ce soir, on va avoir 3 intervenants. Le premier intervenant, c'est Guillaume Pelletier, qui a été gérant de 2 boutiques bio en région parisienne et qui sera le gérant de la première boutique de la ruche qui dit oui, qui s'installera à Sceaux au début de l'année 2021. Je le laisserai se présenter un petit peu plus tout à l'heure. Le deuxième intervenant, c'est Mathias Cortin, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, ou vous avez peut-être déjà été en contact avec lui. Mathias, il est salarié de la ruche qui dit oui depuis presque 1 an et il s'occupe depuis 6 mois du réseau des producteurs de la ruche. C'est lui notamment, Mathias, qui met en avant des producteurs, ce qu'on appelle les producteurs suggérés, dont il vous parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Voilà, qui est un outil, un moyen de pouvoir diversifier, élargir son offre avec des produits qui viennent parfois d'un peu plus loin. Et la troisième intervenante, c'est une femme, c'est Gabrielle qui est responsable de ruche à Nantes et ambassadrice. Donc ambassadrice, c'est quand on coordonne, on anime un territoire de plusieurs ruches. Gabrielle, on a choisi de la faire intervenir ce soir parce qu'elle a réussi à développer de manière assez incroyable l'offre des ruches à Nantes en utilisant pas mal la force du réseau, c'est-à-dire en essayant de mutualiser les compétences et les moyens de plusieurs responsables de ruches pour essayer de faire grossir à la fois l'offre locale et puis l'offre qui vient d'un peu plus loin et de manière événementielle, ce qu'on appelle les opérations invitées parfois. Donc voilà, on va essayer de respecter le timing pour finir à 19h parce que je sais que les agendas sont souvent chargés. Donc on va commencer par écouter Guillaume qui va nous parler de son expérience de gérant de boutique. Petite note, Guillaume, il ne connaît pas forcément très bien l'écosystème des ruches, qui est vraiment particulier. Donc il va surtout nous apporter son expérience de gérant de boutique. Et voilà, il y a des choses vraiment intéressantes à apprendre, à écouter de cette expérience de gérant de boutique bio qui vont, je pense, vous être utiles en tant que responsable de ruche et gérant de ruche. Donc, je te laisse la parole, Guillaume. Je vais partager mon écran pour partager la petite présentation. Déjà, bonsoir à tous. Je vous demande une seconde. Voilà. Voilà, tout le monde voit bien l'écran?
Ok. Eh ben, je te laisse la parole, Guillaume, du coup. Merci. Alors, je vais déjà commencer par me présenter. Je m'appelle Guillaume, j'ai 24 ans, j'habite à Paris. J'ai fait des études d'hôtellerie pour commencer et ensuite je me suis réorienté vers le commerce alimentaire. J'ai commencé dans une boutique bio indépendante dans le 91, en région parisienne, où j'ai commencé en tant que vendeur. Ensuite, après quelques mois dans l'entreprise, j'ai pu découvrir dans un premier temps le poste de responsable de rayon et ensuite j'ai pu accéder au poste de responsable de magasin après un an dans cette boîte. Et On n'entend plus Guillaume. Vous l'entendez, vous? Non. Non, 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 parti. Alors, il n'a plus Il l'air a de- disparu. il va peut-être se reconnecter. J'espère. Du coup, je... Ah, il arrive. Coucou Guillaume, tu nous entends? oui, C'est pas grave. j'espère que ça ne va pas se reproduire. C'est... Ouais, c'est bon. Là, on t'entend. Parfait. Alors, j'en étais, oui. Alors, j'ai évolué dans une boutique indépendante bio pendant 5 ans exactement. Et par la suite, j'ai voulu un peu découvrir ce qu'était une grande enseigne bio. Donc, j'ai été responsable de magasin à Bio C'est Bon dans le 12e arrondissement de Paris pendant un an, où j'ai pu découvrir les différentes manières de gérer et d'animer un point de vente. Donc, c'est pour ça que ce soir, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire dans ces différentes boutiques et ce qu'on est en train de préparer pour la future ouverture de la boutique de Sceaux. Donc les différents process, que ce soit la veille concurrentielle pour analyser un petit peu les concurrents sur Sceaux pour ma part, et ensuite un peu connaître la clientèle qu'on va avoir sur Sceaux, afin de permettre d'avoir la meilleure offre possible et qui correspondrait à la demande client sur Sceaux. Alors je te laisse passer à la slide suivante. Merci. Alors pour Sceaux, on a voulu, dans un premier temps, connaître un petit peu les profils des futurs clients de la boutique. Donc pour ma part, j'ai demandé à la mairie de Sceaux si elle n'avait pas une description de la population de la zone qui était la nôtre. Donc grâce à ça, on a pu avoir un petit peu les pourcentages des tranches d'âge, les pourcentages de catégories socio-professionnelles, si c'était des ménages avec des enfants ou sans enfants. Donc on a vraiment appris de ça pour pouvoir ensuite proposer la meilleure offre possible. Ensuite, j'ai pu rencontrer Lilith pour qu'on discute un petit peu de sa ruche et voir ce qu'il était possible de faire entre la boutique et la ruche. On va essayer d'être le plus coordonné possible là-dessus. Alors, est-ce qu'il est à nouveau parti? Il revient. Guillaume? Excusez-moi, on va y arriver. C'est un peu compliqué, désolé.
Donc voilà, pour connaître sa clientèle, en fait, on a vraiment essayé de prendre des données qu'il y avait sur Internet, demander des données à la mairie de Sceaux pour vraiment connaître nos futurs clients et pouvoir vraiment adapter et le style du magasin et l'offre produit qu'on proposera dans celui-ci. Je te laisse passer à la slide suivante. Ouais. Alors, peut-être un petit mot sur les... Je voulais me permettre de faire juste des petits intermèdes pour peut-être dire comment ça peut s'appliquer quand on est responsable de ruche. Je pense que c'est quelque chose d'évidemment hyper important de connaître sa clientèle. Ça passe un peu par les mêmes actions, je pense, c'est-à-dire essayer de comprendre qui sont les clients qui commandent dans vos ruches. Est-ce que ce sont plutôt des étudiants, des gens qui travaillent? Quel pouvoir d'achat ils ont? Quelles sont leurs attentes en termes d'offres et de services? Et c'est évidemment ça qui va vous permettre de définir, et c'est ce qu'on verra du coup tout à l'heure avec Guillaume, quelle offre proposer, quelle part de produits bruts ou de produits transformés il faut proposer, sur quelle gamme de prix il faut être, etc. Comment ça se passe dans les ruches? Je pense qu'il y a des moyens un peu communs à Guillaume, quand on est un gérant de boutique. Après, vous avez la chance, entre guillemets, de les voir et de pouvoir échanger avec les clients à chaque distribution. Ça peut passer aussi par des sondages réguliers. Je sais qu'il y a pas mal de responsables de ruches qui font des sondages de manière régulière, une fois par an, pour comprendre qui sont leurs membres et quelles sont leurs attentes. Dans le dernier webinaire sur la fidélisation des membres, l'intervenante donnait un bon conseil qui est d'appeler de manière aussi régulière ces membres un peu VIP, ces 30 meilleurs clients, pour comprendre qui ils sont et quelles sont leurs attentes, pour pouvoir échanger 5 minutes avec eux de vive voix. Et puis, un autre moyen aussi, c'est évidemment d'avoir les retours sur les produits après chaque distribution. Voilà. Je te laisse passer à la suite, Guillaume. Alors ensuite, j'ai fait une étude avec l'équipe approvisionnement de la ruche qui dit oui pour connaître les concurrents autour de notre magasin donc de Sceaux. Donc pour cela, j'ai fait quelques relevés de prix dans 3 magasins à Sceaux. Donc non, pas que 3 magasins à Sceaux, mais des magasins qui proposaient le même concept que la ruche qui dit oui. Par exemple, la boîte à meux, qui est un concurrent qui est pas loin de Sceaux. On avait Naturalia et un primeur qui était juste à côté. Donc on a fait un relevé de prix de ces 3 concurrents directs pour pouvoir de un connaître la gamme qu'ils avaient, donc les produits proposés, les saisonnalités de certains produits, les promos, l'innovation dans les magasins, et pour finir le prix. Donc c'est très intéressant de connaître le prix de ces concurrents pour savoir si on est dans leur prix, si on est plus haut, si on est un peu plus bas. Ça amène à la réflexion des clients de se dire qu'il peut y avoir plus cher ailleurs ou moins cher ailleurs. Et en même temps, pour le responsable de magasin, c'est très intéressant de connaître ses prix pour pouvoir ou les justifier ou argumenter auprès de ses clients. Notamment la ruche qui dit oui, vu que c'est des produits locaux, on peut argumenter là-dessus. Et ensuite, on s'est basé sur les actions de communication de ces concurrents. Donc, pour Naturalia, c'est beaucoup sur Internet. Pour les autres, on en a quelques-uns qui étaient sur Instagram. Ce qui est très intéressant, c'est de regarder les fréquences de publication, voir ce qu'ils y mettent, est-ce qu'ils proposent les promotions directement sur leur support, s'ils proposent des événements ou des choses comme ça. Et ensuite, les pratiques commerciales, donc c'est pourquoi proposer ces genres de produits, est-ce que les vendeurs sont bien formés, est-ce qu'ils connaissent leur enseigne, est-ce qu'ils connaissent les produits proposés. Et c'est tout pour ce slide. Pardon. Oui, je rajouterai du coup par rapport à vous, en tant que responsable de ruche, peut-être une chose, c'est dans son environnement concurrentiel, évidemment, il y a les boutiques, les magasins de producteurs, il y a aussi toutes les offres de circuits courts en ligne. Et je vous invite
au-delà de relever les prix, peut-être faire et peut-être que j'imagine certains d'entre vous le font déjà, mais avoir tout le parcours client chez un concurrent pour comprendre vraiment quelles sont nos différences, quelles sont vos différences et quels sont leurs points forts et quels sont nos points forts à nous, enfin vos points forts à vous. Si par exemple vous avez un locavore ou un drive fermier à côté de chez vous, ben, ça vaut le coup. C'est une bonne expérience de pas juste de regarder, mais de commander, d'aller chercher ces produits pour comprendre quel est le parcours, quelle est la différence d'accueil, quelle est la différence d'offre évidemment, quelle est la différence de service. Et pour être capable, c'est ce qu'on va voir ensuite, d'être conscient en fait de ces différences, de ces valeurs ajoutées et de pouvoir ensuite jouer là-dessus et les renforcer encore plus, quoi. Alors, il y a quelque chose dont on discutait avec Guillaume tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a rien de tranché, mais on discutait, est-ce que quand on fait ça, il faut se présenter? Est-ce qu'il faut y aller en toute transparence et dire bonjour, je suis Sylvie, responsable de la ruche de Marseille, et on est concurrent direct, et voilà, je viens parce que je suis curieuse, et voilà. Ou est-ce qu'il faut y aller un peu plus en client mystère? Je crois que Guillaume, toi, tu avais un peu une réponse là-dessus. Pareil, quand on fait des relevés de prix dans les magasins, quand on va passer du temps à prendre des photos des prix de telle gamme de produits, etc. Guillaume, peut-être tu peux nous donner ton point de vue là-dessus? Alors, normalement, les relevés de prix sont autorisés. Un vendeur ou un responsable d'un autre magasin ne peut pas vous refuser de faire un relevé de prix. Malheureusement, on tombera toujours sur des gens qui souhaitent qui souhaitent garder leur prix un peu confidentiel pour leurs clients, donc ils ne souhaitent pas avoir de la concurrence qui vienne les relever. Mais on peut toujours y aller en se présentant. C'est toujours agréable en plus d'avoir un bon contact avec son concurrent pour pouvoir échanger sur la clientèle ou les produits qu'on propose dans l'un et l'autre magasin. Mais le mieux, je trouve que c'est quand même de se présenter pour avoir vraiment un bon accueil et pouvoir échanger avec le responsable du magasin concurrent. Super. Alors pour finir, après avoir appris sur nos futurs clients et sur les concurrents, on a pu faire un choix de producteur et un choix des produits. Donc pour notre part, on a choisi de simplifier l'offre pour pas que le client se sente au supermarché avec une multitude de références par produit. Donc on a choisi pas plus de 2 produits par référence, c'est-à-dire que par exemple, on n'aura pas plus de 2 confitures d'abricots, pas plus de 2 types de salades. Ça va permettre un petit peu déjà ça va réduire la gamme, mais par-delà réduire la gamme, ça va permettre au client d'apprécier son produit, de pouvoir le connaître. Et pour ça, on a choisi de faire une rotation de produits, de gamme produits par famille. Donc par exemple, pour les fruits et légumes, on s'est dit que... Enfin, pour les fruits et légumes, non, c'est encore autre chose, pardon. Pour le sec, on a décidé de faire le choix de changer tous les trimestres notre gamme produits. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est pouvoir proposer aux clients de nouveaux produits, pouvoir l'accompagner sur ces produits sur lesquels il n'aurait pas forcément été, pouvoir lui faire découvrir par exemple de la viande ou des yaourts qu'il n'aurait pas pris d'habitude. Alors, par exemple, la rotation trimestrielle, ce qui est intéressant de faire, c'est une analyse de ses ventes. Donc, c'est voir ce qui se vend le mieux, avoir un peu un tronc de produits qu'on garderait toute l'année et ensuite faire quelques changements. Donc, c'est-à-dire les produits qui se vendent le moins ou les faire en tant que produits du mois et les proposer autrement. Il est encore parti. Ça nous laisse le temps d'assimiler. Il fait exprès en fait. Oui. Vous m'entendez? Ah, parfait. Donc pourquoi on a choisi cette rotation, c'est vraiment pour permettre aux clients de découvrir de nouveaux produits, pour ne pas toujours s'habituer
aux produits qu'il prend d'habitude et pouvoir lui permettre de découvrir de nouveaux produits et d'aller vers autre chose de ce qu'il a l'habitude de prendre. C'est vraiment attiser la curiosité, ne pas lui faire prendre ses repères. Dans notre cas, c'est dans le magasin pour pas qu'il ait vraiment qu'il rentre dans le magasin et qu'il sache qu'il va aller dans ce rayon et ce rayon, puis après passer en caisse. C'est vraiment lui proposer d'aller au-delà de sa liste de courses et pouvoir vraiment le conseiller et l'amener vers de nouveaux produits. Et voilà pour la rotation de produits. Super, merci Guillaume. Du coup, par rapport aux ruches et par rapport à vous en tant que responsable de ruche, il y a peut-être quatre axes sur lesquels vous pouvez un peu réfléchir votre stratégie d'offre. Évidemment, les prix, c'est-à-dire avoir conscience de là où vous vous situez en termes de prix, où votre offre de ruche se situe en termes de prix par rapport aux concurrents. Et tout ça, faire ce constat-là, donc connaître là où on se situe par rapport aux autres en termes de prix, ça peut nous permettre plusieurs choses. Ça peut déjà nous permettre de comprendre certains prix et d'argumenter des prix auprès de sa clientèle, être capable de dire oui, mon maraîcher, il est plus cher que les produits maraîchers qui sont disponibles dans tel magasin bio autour de chez moi, mais c'est pour telle et telle raison, parce qu'il travaille de telle et telle manière. La deuxième chose, ça peut être de dire, en fait, je réalise en me comparant, en me situant par rapport aux autres concurrents, que tels produits de tels producteurs sont un peu déconnectés de mon offre et ne correspondent pas à ma clientèle. Donc, ça peut vous amener à discuter avec certains producteurs ou même parfois à se séparer de certains producteurs en disant je réalise que tel producteur ne correspond pas du tout à ma clientèle, à ce qu'attendent mes clients. Et puis, enfin, quand vous avez un producteur qui vient vers vous et qui n'est pas très satisfait parce qu'il ne vend pas assez, ça peut être aussi des billes de comprendre où il est situé en termes de prix pour peut-être lui expliquer, le conseiller pour se resituer ses prix, ou en tout cas ça peut être des éléments pour discuter de pourquoi il ne vend pas, pourquoi il vend moins bien qu'avant, etc. Ça, c'est sur la partie prix. Après, le deuxième axe, c'est un peu sur l'étendue de la gamme. Je pense que c'est intéressant de se dire qu'est-ce que je veux dans ma ruche par rapport à la clientèle que j'ai, par rapport à mon environnement concurrentiel. Moi, il y a quelque chose qui m'a un peu interpellée quand j'ai préparé ce webinaire, c'est de un peu comparer la stratégie des magasins de produits locaux comme le futur magasin de la ruche ou des magasins sur lesquels on s'est beaucoup inspiré, qui s'appellent Au bout du champ, et les ruches de la région parisienne, où les ruches de la région parisienne ont plutôt une offre vraiment pléthorique, plus de 1000-1500 références parfois dans leur offre, alors que les boutiques Au bout du champ ou la future boutique de la ruche qui dit oui va plutôt réduire son offre, comme expliquait Guillaume. Et je me disais, comment expliquer qu'on ait des stratégies un peu différentes, l'une plutôt de réduire son offre pour aller vers l'essentiel et guider le consommateur, et l'autre plutôt de proposer un maximum de produits. Donc, je ne sais pas quelle est la réponse. La réponse dépend évidemment forcément de l'environnement, de la clientèle qu'on a. Mais en tout cas, c'est intéressant de réfléchir sur le nombre de références que vous avez et où est-ce que vous voulez aller. Est-ce qu'il y a un nombre de références optimal pour votre ruche, voilà, par rapport à vos concurrents toujours et par rapport aux clients que vous avez. Le troisième axe, je pense, c'est sur peut-être les produits bruts et les produits transformés. Est-ce que vous avez déjà calculé la part de produits bruts et de produits transformés, on va dire, que vous avez dans votre ruche? Est-ce que vous êtes fixé un ratio? Est-ce que vous avez l'impression que ça correspond à la clientèle que vous avez? Je prends un exemple. Si vous avez une ruche avec une clientèle majoritairement de gens qui travaillent tard et qui
et qui ont un fort pouvoir d'achat, qui se tournent surtout vers des produits transformés. Est-ce que vous avez du coup augmenté petit à petit cette part de produits transformés en prenant des traiteurs ou est-ce que, voilà, c'est un autre axe sur lequel on peut réfléchir et essayer de se dire aujourd'hui je suis là, est-ce que c'est conscient, est-ce que c'est ce que je souhaite ou est-ce que c'est un peu au fil des rencontres et de la vie de ma ruche que je suis arrivée là et où est-ce que je veux aller? Et puis le quatrième axe sur lequel on peut réfléchir, mais sur lequel évidemment vous avez déjà eu beaucoup de réflexions, c'est la part de produits locaux et de produits qui viennent d'un peu plus loin. Quelle est la part aujourd'hui de votre offre en local et en produits invités? Est-ce que vous l'avez calculé et est-ce que ça correspond à ce que vous voulez? Et est-ce que ça correspond à ce que veulent vos clients? C'est-à-dire que peut-être qu'au départ, vous avez monté votre ruche surtout pour proposer une offre locale. Vous vous êtes rendu compte que la demande de vos membres était d'avoir aussi des oranges ou du comté. Est-ce qu'aujourd'hui, vous proposez ça à quelle fréquence? Selon quelle stratégie, entre guillemets? Voilà, c'est des éléments sur lesquels on peut essayer de réfléchir. Toujours avec ces deux idées en tête, qui sont mes clients, qu'est-ce qu'ils veulent, et puis qui sont mes concurrents, entre guillemets. Alors peut-être qu'on discutera sur le terme concurrent, et évidemment ça peut être aussi des partenaires, mais quel est mon environnement concurrentiel en tout cas, et où est-ce que moi j'ai envie de me situer là-dedans? Est-ce que voilà, j'ai envie justement de proposer une offre 100% locale parce que tous les magasins autour de chez moi ou toutes les offres proposent autre chose, ou au contraire, est-ce que j'ai envie de proposer une part de non local parce que je sais que ça correspond à une certaine attente de la clientèle de chez moi. Voilà un petit peu, ça fait une bonne transition pour te laisser la parole, Mathias, sur la partie plutôt producteur suggéré et invité. Et notez vos questions, j'ai oublié de vous le dire, mais notez toutes vos questions. À la fin, on a un temps pour échanger. Merci Sophie pour cette super transition. Je ne l'avais pas vu venir. Bonjour à tous. Il y en a pas mal qui me connaissent déjà, mais je me présente pour ceux que j'aurais pas encore eu la chance de rencontrer. Je suis Mathias. Je travaille depuis près d'un an, presque un an à la ruche qui dit oui. Et je m'occupe du coup, depuis presque un an, d'une opération qui s'appelle Producteur Suggéré. Que je vais essayer de faire assez rapidement parce que je pense que vous la connaissez déjà tous un peu. Que Sophie, on peut passer à la slide suivante. L'idée, c'est que assez régulièrement, en ce moment sur un rythme environ une semaine sur deux, on met en avant des producteurs du réseau sur vos pages d'accueil de responsables de ruche qui proposent des produits plus éloignés, mais qui peuvent vous les envoyer, les expédier, et donc que vous pouvez quand même inviter à vos ventes. Ça a mis un peu de temps à se mettre en place à la ruche qui dit oui, c'était bien avant que j'arrive, mais ça a commencé par inviter un producteur de comté pour des ventes occasionnelles, puis il y a eu des oranges, et puis ça s'est développé, et maintenant vous pouvez trouver un peu tous les produits, et un peu tous les producteurs enfin pas tous les producteurs, mais il y a beaucoup de producteurs de plein de types de produits différents qui proposent qui ont des catalogues produits envoyés. Ça a posé question, ça prête à débat. Pourquoi la ruche qui dit oui, où on prône le local et les circuits courts, est-ce qu'on fait venir des produits d'un peu plus loin? C'est des questions qui sont totalement légitimes. C'est des débats qu'on a eus en interne et avec vous pour beaucoup. Une des premières réponses qu'on apporte, c'est que les membres en sont demandeurs. C'est vraiment on a beau prôner le 100% local, nos membres mangeront des huîtres à Noël, mangeront des oranges cet hiver, mangent du riz toute l'année. Et donc, est-ce qu'on les laisse aller au supermarché et du coup acheter des oranges qui viennent de beaucoup plus loin? On n'a aucune idée de comment est-ce qu'elles sont produites, d'où est-ce qu'elles viennent, comment sont rémunérés les gens qui travaillent, ou est-ce qu'on applique les principes des circuits courts, au moins pour le direct au producteur, à des producteurs du réseau? Est-ce qu'on les fait venir dans les ruches? Voilà, on a pris la décision de laisser
de laisser, de casser cette frontière des 250 km et de vous proposer à vous, responsables de ruche, le choix d'inviter ou non, bien évidemment, des producteurs qui viennent de plus loin pour répondre à la demande de vos membres et de vos abeilles. Je pense que c'est important d'insister là-dessus. On parle de producteurs suggérés, donc on les propose. Bien évidemment, vous êtes responsable de ruche, vous êtes responsable, c'est vous qui êtes maître de l'offre, c'est vous qui proposez ce que vous pensez correspondre le plus à vos abeilles. Du coup, ce sur quoi on s'engage, nous, c'est de choisir des produits de la meilleure des qualités possibles. On favorisera toujours des produits qui sont bio, qui ont des IGP, enfin des indications géographiques protégées, pour préciser, donc qui sont rattachés à un terroir, qui ont une valeur ajoutée de par l'endroit où ils sont faits. On peut trouver du riz français en Camargue, on ne peut pas trouver du riz français en Bretagne, je ne crois pas en tout cas. Le jambon de Bayonne vient encore de Bayonne et voilà, il y a toujours il n'y a pas toujours, mais il y a quand même beaucoup de produits qui ont une légitimité à venir d'un endroit et qu'on ne peut pas sourcer en local. L'idée, c'est vraiment de compléter votre socle, votre offre de base avec tous les produits qui sont la viande, les fruits, les légumes, les laitages avec des producteurs très locaux et du coup pardon, excusez-moi, je perds mes mots. Donc compléter votre offre locale et bien sûr de garder un garde-fou, de surveiller qu'il n'y ait pas de dérive et que la ruche Chidi Oui reste locale parce que c'est quand même le cœur de notre métier, c'est ce pour quoi on travaille. Du coup, nous, on suit assez régulièrement avec plusieurs indicateurs. On vérifie que la part du chiffre d'affaires des producteurs suggérés reste faible. Pour vous donner un ordre d'idée, on est à moins de 7% sur tout le chiffre d'affaires qui est réalisé en France, qui est par des produits qui viennent de plus de 250 km. On surveille, vous pouvez surveiller dans vos ruches, dans chacune de vos ventes et vos membres quand ils font leurs courses. Pardon pour le jambon de Bayonne, je suis désolé. C'est un exemple qui est parlant, mais visiblement, je me suis trompé. Pardon. Et donc voilà, on s'assure aussi de la distance moyenne qui est parcourue par vos produits. Chaque membre, quand il fait ses courses à la ruche, reçoit dans son mail de validation la distance qui a été parcourue par les produits. Voilà. On essaye de s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive possible. Mais encore une fois, c'est vous, en tant que responsable de ruche, qui êtes maître de l'offre que vous proposez, des producteurs que vous invitez, et qui pouvez choisir ou non d'inviter ou pas donc, des producteurs plus éloignés à vos ventes. Du coup, je vais essayer de parler rapidement de ce que nous, on propose. Tu peux passer à la slide. Ouais, super, merci. De ce que nous, Ah, pardon, excusez-moi. Oui, de ce que nous, on vous propose à la ruche Chidi Oui pour essayer de convaincre vos producteurs de vous rejoindre. Évidemment, c'est vous qui connaissez le mieux les producteurs qui sont autour de chez vous et avec lesquels vous travaillez. Mais voilà, pour faire venir un producteur d'un peu plus loin, on encourage vraiment les responsables de ruche à se regrouper, à faire un seul envoi pour atteindre plus facilement un minimum de commandes, pour que ça coûte moins cher de faire l'expédition. Voilà, l'union fait la force. On vous encourage, on essaye de proposer des outils pour que les producteurs puissent mutualiser leur distribution. On a créé une petite carte des producteurs, qui n'est pas parfaite, mais qui permet de voir autour de chez vous et partout en France tous les producteurs de la ruche Chidi Oui. Donc, si vous essayez de faire venir un producteur dans votre ruche, n'hésitez pas à utiliser cette carte, à lui proposer de la regarder, de trouver des producteurs autour de chez lui qui travailleraient déjà avec vous et leur proposer de se regrouper pour peut-être qu'ils passent moins de temps sur la route. Et enfin, c'est un dernier outil qu'on est en train d'essayer de développer, mais c'est un outil de producteur logisticien qui consiste à du coup utiliser des producteurs qui distribuent assez régulièrement dans les ruches autour de chez eux, de stocker des produits secs à DLC plus longues pour des producteurs plus éloignés. Donc, par exemple, pour le riz, ça coûte cher d'envoyer du riz, mais il peut recevoir une grosse palette à un moment et ensuite les distribuer dans les ruches où il distribue ses produits habituellement. Bon, pour l'instant, on est en phase de test et c'est pas quelque chose qui est développé, mais c'est vraiment une idée qu'on essaye de pousser à la ruche. Voilà pour moi en gros. Après, je vous laisse. Je répondrai à vos questions avec plaisir après. Super, merci beaucoup Mathias.
On peut laisser la parole à Gabrielle, du coup, maintenant, qui va nous témoigner un petit peu, enfin, nous partager son expérience de responsable de ruche et d'ambassadrice pour la partie offre et comment est-ce qu'elle a réussi à développer et diversifier un peu l'offre à Nantes. Oui, bonjour. Alors nous, sur Nantes, on a une constellation avec pas énormément de ruches, mais par contre, on fonctionne pas mal en collaboration, donc c'est ça qui nous a permis l'offre. Au départ, on est parti du constat qu'on avait des produits qui nous manquaient vraiment à l'échelle locale et qui étaient des produits assez importants, notamment les fruits et les produits laitiers. On n'est pas une région très riche pour ces produits-là. Donc du coup, voilà, on s'est dit qu'on allait d'abord se baser sur les produits invités pour apporter un peu de variété au niveau donc, du fromage et puis des fruits. En 2018 et 2019, on a commencé à essayer de proposer régulièrement des produits invités une fois par mois à peu près. À chaque fois, en collectant le maximum de données, c'est-à-dire en étudiant un petit peu forcément le volume de commandes par ruche, en notant bien la période à laquelle on proposait les produits, et puis par exemple le minimum de commandes nécessaires, le jour de retrait des produits aussi, est-ce qu'ils allaient jusqu'à la fin de la vente ou pas. Enfin, voilà, l'idée c'était de faire une petite base de données un peu pour voir ce qui marchait le mieux et donc ce qui était concluant. Ça nous a permis par exemple de voir que dans les produits invités qui étaient retirés avant la fin des ventes, souvent ça marchait vraiment beaucoup moins bien, donc ça c'était une donnée intéressante pour notre choix de producteurs invités. Et aussi, autre conclusion intéressante, on a vu que inviter des produits un peu exceptionnels pendant les périodes de vacances scolaires, c'était assez intéressant, ça permettait de booster les ventes. On s'est dit sûrement parce que comme les gens n'étaient pas dans leur routine du quotidien, ils étaient peut-être plus enclins à avoir des produits un peu qui sortaient de l'ordinaire, un peu exceptionnels, à se faire plaisir. Donc ça, c'était une conclusion à laquelle on n'avait pas pensé. Et du coup, on essaye de proposer régulièrement des produits un peu nouveaux pendant les vacances. Donc ça, c'était un peu sur 2019. Maintenant, on a la chance d'avoir une offre locale qui s'est un petit peu développée avec l'arrivée de nouveaux producteurs. Et par contre, on continue toujours à beaucoup collaborer entre nous. On sait que c'est plus facile de contacter un producteur en lui proposant de fournir plusieurs ruches d'un coup, notamment s'il n'est quand même pas tout prêt. Donc, on se relaie entre nous, les responsables des ruches du coin, pour contacter un producteur qui nous intéresse en lui disant voilà, votre offre pourrait satisfaire les ruches nantaises. Est-ce que ça vous intéresse? Comment est-ce qu'on pourrait fonctionner au niveau logistique pour mutualiser vos déplacements? Et c'est vrai que ça nous a permis de convaincre des producteurs qui pouvaient être un peu réticents pour fournir une seule ruche par manque de volume ou logistique trop compliquée. Voilà. Sinon, sur quoi est-ce qu'on a travaillé aussi? Oui, au niveau de la veille sur la recherche de producteurs. Moi, en tant qu'ambassadrice, c'est un truc que j'ai pas mal fait, de suivre un peu l'inscription des nouveaux producteurs, notamment en utilisant la fonctionnalité producteur non validé, et de repérer tout de suite ceux qui pouvaient être intéressants pour le réseau et pour les ruches nantaises. Notamment au début du confinement, il y a pas mal de producteurs qui commençaient à s'inscrire, mais qui n'avaient pas forcément encore eu d'échange avec un responsable de ruche. Et donc, moi, dans ces cas-là, je les recontactais tout de suite en leur disant, nous, nos produits, vos produits nous intéressent, comment est-ce qu'on peut travailler avec vous, et leur présenter le système de la ruche de vive voix. Et c'est vrai que ça a très bien fonctionné. On a notamment un producteur de pâtes fraîches qui s'est inscrit au début du confinement, qui avait contacté plusieurs réseaux. Et en fait, on a eu la chance d'être parmi les plus réactifs. Et donc, du coup, il a commencé à travailler avec nous et il s'est rendu compte que ça marchait très bien. Et donc, du coup, on est un de ses principaux débouchés actuellement. Donc ça a plutôt bien marché. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu voulais que je dise, Sophie. Non, c'est super. C'est super. Je complète juste, j'avais demandé aussi à Marion Sancourt, qui est à Toulouse, qui est responsable de ruche à Toulouse, de partager un peu son témoignage parce qu'elle a une très jolie offre sur sa ruche. Elle ne pouvait pas participer ce soir parce qu'elle n'est pas disponible, mais ça résonne pas mal avec ce que tu dis, Gabrielle. En gros, elle disait
que l'une des forces, l'une des clés pour faire grandir son offre et diversifier son offre, c'est de bien s'entendre et de bien travailler avec d'autres responsables de ruche. Elle parlait évidemment de la collaboration qu'elle a eue avec toi, Franck, au tout début de sa ruche, et puis avec les autres responsables de ruche de Toulouse depuis, pour quand on trouve un nouveau producteur, le partager aux autres, ou quand on cherche un nouveau producteur, mutualiser cette recherche avec d'autres responsables de ruches locaux. Si je reprends un peu ce qu'elle m'a écrit, c'est voilà, mon principal conseil pour enrichir son offre, c'est ne pas compter que sur le relationnel avec les producteurs. C'est bien évidemment la base, mais c'est aussi développer le relationnel avec les autres responsables de ruches des environs. Et s'il n'y en a pas, peut-être se rapprocher des gestionnaires locaux de réseaux dits concurrents, mais avec qui nous avons aussi beaucoup à nous apporter mutuellement si nous le voulons bien. Ça reprend du coup peut-être un peu ce qu'on disait au début du webinaire et qui est peut-être sujet à débattre, quoi. Comment est-ce qu'on considère un peu tout cet environnement concurrentiel? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses à faire avec ces gérants de boutiques ou d'offres concurrentes pour élargir nos offres, voilà. Voilà un petit peu. Je remettrai par écrit le témoignage de Marion qui était intéressant aussi. Mais voilà. Merci beaucoup, Gabrielle. En tout cas, c'était vachement intéressant de t'entendre. Et juste pour info, en termes de chiffres, pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, je crois qu'à Nantes, le panier moyen, il a augmenté de 7 € en un an, donc par exemple, septembre 2019 à septembre 2020. Donc, on voit que cette un peu double stratégie d'élargir l'offre à un niveau local en travaillant sur la mutualisation des ruches et de travailler sur l'offre non locale en travaillant sur des opérations mutualisées, ça paye évidemment au niveau du panier moyen, mais aussi évidemment au niveau du nombre de clients, de la fidélisation des clients notamment. Il y a un truc que je voulais rajouter aussi, c'est que ça nous a permis aussi de faire tourner un peu l'offre des producteurs classiques. Notamment là sur le dernier mois, on a certains producteurs qui sont sortis un peu fatigués, épuisés de la période de confinement. Et donc on se disait, si on leur permet de faire un peu une pause, de prendre des congés et de proposer d'autres produits à la place, ça permet de ne pas trop diminuer l'offre et le panier moyen. Et ça a plutôt bien fonctionné sur les mois de septembre, octobre. Et comme ça, nos producteurs classiques ont pu souffler un petit peu. C'était pas mal. Super. Il nous reste un quart d'heure pour échanger un peu librement. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des expériences à partager un petit peu sur comment vous gérez un peu votre offre, votre panel de producteurs. Comment est-ce que vous faites rentrer des nouveaux producteurs, des nouveaux produits? C'est quoi un peu votre stratégie? Ou alors des questions aux différents intervenants de ce soir. La parole est à vous. Peut-être qu'il n'y a pas de questions. Hein. Allez, Franck. Moi, je peux juste vous témoigner que les responsables toulousains, je les vois là, ils sont avec nous ce soir. Et on travaille effectivement ensemble. On se retrouve d'ailleurs à 20h pour préparer nos opérations à venir. Et du coup, c'est super agréable. Merci, Caroline. Enfin, je pense qu'on a vraiment créé une dynamique et une force. Et on va bientôt battre les Nantais. Non, on n'est pas dans la concurrence, dit Gabriel. Super, merci Franck. Alors, il y a Karine qui demande sur le chat à quand une campagne de publicité nationale. Alors, c'est pas tout à fait dans le thème, mais il y a une campagne qui vient de démarrer aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je te renvoie du coup au buzz de vendredi. Il y a une grande campagne sur les réseaux sociaux pour
pour promouvoir la ruche. Et vous êtes même invité, je crois, je crois qu'il y a des choses à relayer en tant que responsable de ruche, vous, sur les réseaux sociaux. Il y a un code promo aussi. Enfin, toutes les infos sont sur le buzz. Ce n'est pas mon domaine, mais voilà. Est-ce que peut-être, là, on a beaucoup parlé de… Alors, avez-vous des exemples de partenariats avec des systèmes concurrents qui ont fonctionné? C'est une très bonne question. Je ne sais pas s'il y en a qui ont une réponse, qui ont déjà testé des choses. Oui, moi. Oui, Catherine. Parce que j'ai eu la chance d'avoir un magasin de producteurs qui s'est ouvert dans mon village 1 an et demi après la création de ma ruche. Et avec un de mes producteurs et qui a pris tous les autres producteurs de ma ruche. Donc le choix a été soit on était concurrents, soit on travaillait ensemble. Et bon, au début, ça a démarré voilà, chacun de son côté. Ça m'a mis un grand coup. Après, on a fait une petite réunion avec tous les producteurs et puis je leur ai dit voilà, ça peut être une opportunité comme ça peut être la mort de la ruche. Donc l'opportunité, ce serait que vous continuiez à venir et du coup, ça mutualise pour les deux. Donc vous rentabilisez vos déplacements, mais par contre, il faut différencier l'offre et il faut qu'on ait, enfin voilà, que notre clientèle ait intérêt à venir des deux côtés. Donc du coup, alors ça s'est fait de manière pas forcément claire tout le temps sur tout, mais aujourd'hui, on partage des producteurs, on partage notamment sur des spécialités comme les asperges ou des produits comme ça qui sont très pointus. Moi, je leur présente mes producteurs et du coup, les producteurs qui viennent me livrer les asperges, ils sont contents d'avoir un deuxième débouché sur place. Voilà, et petit à petit, on a réussi à fonctionner comme ça. Et puis, le producteur qui a ouvert ce magasin de producteurs met un point d'honneur à être à ma ruche toutes les semaines. Il distribue toutes les semaines avec nous, même s'il n'a que 3 paniers de pommes. Et il nous aide à arranger après. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui est pas du tout dans l'esprit concurrence. Et je travaille aussi avec le locavore qui est pas très loin, puisque c'est un de nos producteurs. C'est Pasta Murati que pas mal d'entre nous dans le sud-ouest connaissent parce qu'ils fournissent pas mal de ruches du sud-ouest. Et on travaille ensemble aussi parce que ils servent beaucoup de mes producteurs et du coup, dès qu'il rentre quelqu'un, c'est toujours intéressant parce qu'ils mutualisent le déplacement, quoi. Donc, ça nous a permis à tous d'élargir nos offres et de grappiller sur l'environnement concurrentiel qui est pour le coup celui qu'on veut grignoter, c'est la grande distribution, quoi. Voilà. Super, c'est très intéressant. Et est-ce que vous avez formulé un peu vos différences entre vous, pas forcément au niveau de l'offre du coup, mais au niveau de ce que vous proposez en termes d'accueil, de service enfin, pourquoi, par exemple, dans ton village, certains vont au magasin de producteurs et pourquoi d'autres vont à ta ruche? Alors, le magasin de producteurs, c'est la rapidité, la facilité, c'est ouvert tous les jours. Enfin, voilà, tu ne te prends pas la tête, tu as besoin de quelque chose, tu vas le chercher. L'intérêt de ma ruche, c'est que tu as des produits plus pointus, d'où l'intérêt d'avoir des invités, d'avoir des offres d'un peu plus loin, d'avoir des choses un peu spéciales. Et puis après, c'est l'animation, c'est le fait de venir se retrouver à un moment donné dans le village, de rencontrer les producteurs, de rencontrer ses voisins, de déguster, de discuter, les deux. Voilà, la vraie différence, elle se fait sur l'accueil qu'il y a à la ruche et qu'il n'y aura pas forcément au magasin de producteurs, quoi. Donc voilà, on joue là-dessus. Et après, par rapport au locavore, ben, il est loin. Donc lui, on est sur une autre clientèle puisqu'on est à 10 km l'un de l'autre et ça suffit voilà, pour nous différencier, quoi. Ok, super. C'est intéressant d'avoir d'avoir conscientisé un peu tout ça, quoi. Et un petit peu dans la même veine, alors je ne saurais plus redonner c'est où, mais je sais que dans le réseau, il y avait une ruche qui distribuait en même temps et au même endroit qu'une AMAP.
en fait, à un moment donné. Bon, ils étaient tous les deux sur le lieu. Ils avaient trouvé le moyen justement de se compléter, de ne pas se tirer dans les pattes. Et justement, du coup, ils avaient réussi à trouver une belle synergie entre les deux. Parce que, bon, souvent avec les AMAP, le défaut, c'est qu'il y a, c'est limité en produits. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui parfois avaient leur panier de légumes à la map quand même, par exemple, mais complétaient à la ruche avec ce qui n'est pas dans le panier de légumes voilà, ou avec d'autres produits qu'on ne trouve pas en AMAP. Donc, je reprécise bien, dans l'ensemble, ça allait, mais placement vraiment, placement, ici, mon dos va se passer, recule au maximum. Super, merci Loïc. J'entendais un... c'est vrai que c'est intéressant aussi de... Oui, il y a eu plusieurs expériences comme ça dans le réseau, de ruches qui distribuaient en même temps que des AMAP et pour qui ça fonctionnait, où il y avait du coup une clientèle qui était partagée, mais une offre qui était complémentaire. Et... Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres, il y a des questions ou d'autres partages d'expériences? Peut-être pour... on a beaucoup parlé aussi des ruches qui étaient dans un réseau local assez dense. Il y a peut-être des ruches qui sont un peu plus isolées. Comment est-ce que vous arrivez à élargir votre offre, à diversifier votre offre et à... Voilà, je sais pas. Peut-être des expériences intéressantes à partager. Par exemple, moi, en préparant ce webinaire, je me demandais combien et quel responsable de ruche avait déjà travaillé, par exemple, sur cette notion de relevé de prix, ce qui est hyper classique quand on est gérant de boutique comme Guillaume. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait cet exercice d'aller relever les prix et du coup pouvoir se situer de façon assez précise pour toutes les catégories de produits, être capable de dire en maraîchage, je me situe plutôt en haut du panier, sur tel produit plutôt dans la moyenne. Est-ce que vous sauriez là dire où vous vous situez en termes de prix par rapport à vos concurrents, enfin en tout cas au magasin ou au marché ou aux initiatives similaires qui sont sur votre territoire? Ou c'est quelque chose qui vous paraissait ou qui vous paraît pas forcément important pour l'instant? Moi, Armella Longrez, moi je l'ai fait, il y a un petit moment que je n'ai pas recommencé, mais parce qu'à côté, j'ai un magasin Naturalia, il y a des magasins Bio C'est Bon, il y a des marchés, et j'ai fait, mais bon, ça fait un petit moment. Hein. Mais en fait, ce que j'ai surtout constaté, en particulier sur toute la partie produits frais, tout ce qui est épicerie, c'est différent. Mais on a alors les prix sont peut-être un petit peu plus élevés que ce qui est proposé, et encore pas toujours, mais par contre, ce qui est absolument incontestable, c'est qu'on propose des produits d'une fraîcheur qu'on ne trouve nulle part. Voilà. Pour tout ce qui est fruits et légumes, peut-être le jour où les produits sont livrés, est-ce qu'il faut se trouver là ce jour-là et les produits sont bien, mais lorsque vous avez des produits qui restent en rayon 2 ou 3 jours, toujours au même prix, vous n'avez plus la... Voilà. Donc, j'ai un petit peu arrêté parce que je trouve que ça ne reflète pas ce que l'on offre. Voilà. La comparaison, elle est un petit peu faussée à cause de ça. Ouais. En fait, ce que tu dis et qui est intéressant, Armella, c'est de dire il ne suffit pas de relever les prix, il faut en même temps relever la fraîcheur. Voir ce qu'on offre, ce qu'on propose.
Et c'est vraiment en termes de produits que l'on propose. Il y a des choses qu'on ne trouve pas. Il y a des produits qui sont un peu des produits de niche qu'on ne trouve pas couramment. Et puis les produits courants, viande, tout ce qui est en particulier pour les fruits et légumes, maraîchage et autres. Il y a un niveau de qualité qu'on ne retrouve pas, y compris sur les marchés, sauf quand on a la chance d'avoir des maraîchers. Puisque la plupart du temps, maintenant, sur les marchés, on trouve des produits qui viennent de Rungis. On ne trouve pas des choses très différentes de ce qu'on trouve en grande distribution. De mon point de vue, hein, c'est vraiment le sentiment. Il y a de plus en plus, il y a plein de marchés dans le Val d'Oise, il y a des maraîchers, il y a des marchés où il y a encore quelques producteurs, et il y en a plein où c'est de la revente. Donc là aussi, on remballe, etc. Donc on n'offre pas la même chose. Ok. Voilà. Ok. C'est vrai que c'est intéressant de pouvoir le faire en analysant de façon un peu globale l'offre, la provenance des produits, évidemment, la fraîcheur et les prix, pour pouvoir se situer, mais pas seulement au niveau du prix, au niveau de l'offre globale. En fait, un prix en soi, ça n'est rien. Le prix n'a de sens que par rapport à ce que l'on met en face. En termes de qualité, en termes de rendu, parler de prix en soi, ça n'a pas de sens. De mon point de vue, un prix, c'est un truc, une merde à 1 euro, c'est trop cher. C'est déjà trop cher. Si je me fais comprendre. Oui, bien sûr. Voilà. Il faut comparer des choses qui sont comparables. Exactement. Et dans un prix, il y a plein de choses. Il y a la production, il y a la main-d'œuvre, il y a on traite bien les gens, on traite bien les animaux, on traite bien la terre ou pas. Bien sûr. Odile, tu voulais peut-être partager ton expérience, toi, sur ton partenariat avec le camion vrac qui vient du coup dans ta ruche régulièrement. Je me souviens plus si c'est toutes les semaines. C'est tous les 15 jours et c'est sur ma ruche rurale. Donc ça complète effectivement ce qui me manque un petit peu dans ma ruche. Et je l'ai prise, en fait, elle a des produits similaires, mais elle a aussi des produits différents. Donc au début, je ne savais pas trop quoi faire, je ne savais pas si ça allait être un petit peu gênant pour ma ruche, et finalement, je me rends compte que non. Et en fait, c'est pas mal parce qu'elle, elle communique beaucoup sur ses tournées, donc elle communique sur la tournée au Foga. Et moi, je communique aussi tous les 15 jours quand elle vient, et du coup, on se fait de la pub mutuellement. Et on a constaté qu'il y avait quand même un petit peu plus de paniers. C'est pas énorme comme différence, mais il y a plus de paniers à ma ruche la semaine où elle est là. Donc du coup, c'est quand même un plus et c'est quand même quelque chose que les gens demandent et ils sont contents de la trouver. Ils peuvent y trouver de la lessive, du sucre, enfin des petites choses comme ça. Et aussi des choses que j'ai un petit peu comme des biscuits, de la bière, des choses comme ça. Mais globalement, c'est bien. C'est un bon partenariat. Et du coup, le camion est garé devant la ruche et les gens peuvent aller au camion ou à la ruche, quoi. Super. Ça divise pas les commandes, mais au contraire, ça vous en rajoute un peu. Et elle est hyper contente parce que les gens qui viennent à la ruche, c'est des gens aussi qui sont sensibilisés au zéro déchet. Et du coup, quand elle vient là, c'est un point de vente où elle fait pas mal de chiffres quand même. Par rapport à ces autres points de vente où les gens se déplacent exprès pour elle. Là, en fait, les gens se déplacent pour deux choses. Il y a peut-être du coup des gens, j'imagine, qui maintenant viennent à ta ruche parce qu'il y a ce camion vrac qui propose du zéro déchet, des gens qui... Probablement, ouais. D'accord. Ou qui viennent plus régulièrement parce qu'ils savent qu'elle est là. Trop bien. Et pour les prix, j'avais fait moi une petite étude au début, j'avais comparé tout début de la ruche. Et globalement, en fait, on trouvait des légumes à peu près au même prix, avec une meilleure qualité à la ruche. Et par contre, c'est sur les produits transformés que la ruche est plus chère, mais parce que un industriel qui transforme, il a des moindres coûts par rapport à l'artisan qui transforme. Donc c'est surtout ça la différence en fait. D'accord. Enfin, de mon point de vue, de ce que j'ai remarqué en tout cas. Mais du coup, ça se comprend et ça s'explique aux membres
ou alors ça se limite si on sait qu'on est sur une clientèle qui a un faible pouvoir d'achat. Je pense aux ruches qui s'adressent par exemple à des étudiants. Il y a peut-être un intérêt à concentrer son offre sur des produits bruts, donc pas forcément plus chers que le marché, et à limiter les produits transformés, ou en tout cas avoir une réflexion là-dessus. Super. Et du coup, ça corrobore ce qu'on disait sur le fait de regarder un petit peu sa clientèle. Moi, sur les 2 ruches, il y en a une qui est rurale où il y a un pouvoir d'achat qui est un peu plus élevé. Et là, justement, j'ai plutôt intérêt à mettre des produits un peu transformés, des choses un peu bonnes et qui attirent un petit peu les gens. Et sur la ruche de Toulouse, où c'est plus des étudiants, des militants, là, c'est plus des produits... c'est plus axé sur les légumes, le zéro déchet, les légumes lacto-fermentés, des choses comme ça, quoi. Des trucs un peu plus jeunes. Voilà. Ouais. Très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il est 19h04. Peut-être une dernière question ou un dernier partage d'expérience là-dessus? Sinon, on va se séparer là. Et merci pour vos interventions à tous. C'est intéressant d'avoir toujours les avis des uns et des autres en plus de ce qu'on a prévu. Voilà. Merci. Merci à Guillaume, Mathias, Gabriel, Marion qui n'est pas là mais qui a partagé un peu son expérience, et puis à vous tous. Et puis rendez-vous. Il n'y aura pas de webinaire le mois prochain parce qu'on sait que c'est un mois un peu chargé pour vous tous. Mais on se retrouvera en janvier. Le thème est en réflexion. Merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée. À bientôt.